pense qu'on va aller tout de suite à notre première conférence. Je suis bien content de le voir parce que c'est un monsieur que je suis depuis un certain moment. Et puis là, chez Gartner, il est vice-président partenaire exécutif. Et imaginez le sujet, moi j'avais hâte d'entendre sa présentation, le nirvana en info nuagique. C'est pas prometteur, ça. Alors, si vous le voulez bien, on va accueillir François Banville. Bonjour François, je vous laisse le micro. Ouais, bonjour Bruno, merci beaucoup pour l'introduction. Oui, donc moi je suis un partenaire exécutif chez Gartner. Donc ce que ça veut dire, c'est que je travaille pour accompagner les utilisateurs des abonnements de Gartner auprès des dirigeants informatiques là, en général dans la fonction publique, là, dans les gouvernements, les villes, au Québec et puis un peu ailleurs aussi. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui, en fait, on m'a demandé de vous parler d'info nuagique. Et puis, j'ai pensé que ce sujet-là pourrait être fort intéressant. C'est comment on atteint le nirvana en info nuagique. Donc, le nirvana, hein, c'est un voyage. Et puis, la question que j'aurais pour vous, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre voyage vers l'info nuagique? Si on était en présentiel, là, tout le monde pourrait me répondre, me dire, moi, je suis rendu au début, moi, je suis rendu à la fin. Et puis là, mon punchline, ce serait, le voyage en info nuagique est jamais terminé. Et puis là, je suis chanceux, il y a des gens dans la salle qui me diraient, oui, tu as raison, c'est jamais terminé. On a toujours quelque chose de plus à faire et on peut toujours aller plus loin. Donc, je vais vous parler un peu de c'est quoi la destination et puis c'est quoi aussi les choses qu'on peut faire en plus. Je pense que on peut pas faire autrement que de parler de la pandémie, mais je trouvais ça important de parler de pandémie parce que ça nous a amené toutes sortes de choses négatives. Hein. On peut parler, par exemple, de la crise des chaînes d'approvisionnement qui affectent à peu près toutes les industries. On peut parler de la crise de l'emploi qui affecte encore là toutes les industries, mais qui affecte particulièrement l'industrie de l'informatique au Québec et ailleurs. Et puis finalement des crises sociales hein, qui se produisent un peu partout. Et puis le côté négatif, évidemment, c'est les ennuis que tout ça nous amène. Mais les côtés positifs de cette crise-là, c'est que ça nous a fait réaliser qu'il y a un tas de choses qu'on pensait qui étaient complètement immuables, des choses qu'on pensait impossibles, ben en fait, elles sont possibles. Avant la pandémie, dans mon rôle de partenaire exécutif, je me promenais dans les différents ministères et organismes à Québec et à Montréal, et puis je demandais aux dirigeants informatiques, est-ce que vous avez un plan de contingence dans la possibilité que les employés de votre compagnie soient plus capables de venir travailler au bureau? Puis là, j'avais toutes sortes de réponses. J'en avais simplement non, on m'a jamais demandé ça. D'autres, plus souvent, me disaient oui, on a un projet pilote en cours. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent de la maison en ce moment. Et puis, on regarde un peu comment ça va. Puis là, je demande, ça fait combien de temps? Ah, ça fait 2 ans. Et puis, c'est quoi la prochaine étape? Ben là, il y a personne qui veut vraiment aller plus loin que ça. Et puis, il y en a d'autres qui disaient, oui, on a tout essayé pour convaincre nos gestionnaires de nous donner les moyens de permettre les gens de travailler à la maison. Et puis, ils ont ben trop peur. Tout d'un coup, que mon épouse regarde par-dessus mon épaule pendant que je travaille sur un dossier confidentiel, ça va être la fin du monde. Donc, ce qu'on croyait qui était immuable, en fait, ça l'est pas. Ce qu'on a découvert, c'est que oui, c'est possible de travailler de la maison. Puis on a découvert plein d'autres choses qui sont possibles. Et puis, on a même trouvé que si on était préparé, qu'on pouvait sortir beaucoup plus facilement d'une situation de crise comme les crises qu'on a vécues. On peut regarder, par exemple, l'industrie de la restauration. Mais ceux qui étaient prêts à recevoir des commandes en ligne ont recouvré un peu sont pas retournés exactement comme ils étaient avant, mais ils ont pu continuer à avoir des revenus et puis à rester en business parce qu'ils étaient prêts à recevoir des commandes en ligne et puis ils étaient prêts aussi à les livrer
ou tout au moins à permettre aux gens de venir ramasser les choses. Donc, ceux qui se sont le mieux sortis de la plus rapidement de la pandémie, c'est ceux qui s'étaient préparés. Donc, ça, c'est le dernier, c'est ma dernière, la dernière chose qu'on a réalisée avec la pandémie, c'est que c'est important d'être préparé pour pouvoir s'adapter. L'adaptation, elle vient pas simplement parce que on est une entreprise qui est très flexible et puis on peut s'adapter à tout. Il faut se préparer. Je pense que les généraux disent tout le temps, la raison pour laquelle on fait des plans pour une bataille, c'est pas parce que quand on va commencer la bataille, on va suivre le plan exactement. Bien au contraire, je pense que les généraux nous disent tous, il n'y a pas un plan qui survit la première balle. De la même façon, il n'y a pas la raison qu'on fait de la planification, c'est pour se préparer à toutes sortes d'éventualités. Et puis, d'où l'importance de la préparation. Pourquoi j'amène tout ça ici? C'est parce que la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que les entreprises sont très, très conscientes de l'importance d'investir en technologie, d'investir en info nuagique, et parce que c'est ce qui leur permet de rester en business ou même de développer leur business. Donc, c'est devenu d'une évidence où on est capable on constate, là, par exemple, qu'il y a 17 fois plus de chances qu'une entreprise investisse plus en technologie et en info nuagique que moins dans la prochaine année. Donc, clairement, on investit. Moi, j'ai pas de clients qui voient des coupures dans les investissements en technologie. Il y a des déplacements, bien sûr, mais essentiellement, on augmente les investissements. Donc, ça veut dire que on est en train de parcourir un voyage vers notre nirvana de l'info nuagique. Et puis, le voyage nous amène à réaliser certaines choses, nous amène à un certain éveil. On conscientise qu'il y a plusieurs risques associés à l'info nuagique. D'ailleurs, il y a la sécurité, qui est le thème de votre colloque. Et puis, mais il y a d'autres risques aussi qui sont associés à l'utilisation de l'info nuagique. Très rapidement, je vais regarder la disponibilité. On entend continuellement parler de panne chez Amazon, de panne chez Microsoft, donc qui entraîne certains enjeux de disponibilité. Il y a des enjeux de conformité. Est-ce qu'on a le droit de mettre nos données ailleurs qu'au Québec? Est-ce qu'on a le droit de mettre des données à caractère confidentiel dans ces environnements-là? Est-ce qu'il y a d'autres règlements qu'on doit respecter, et surtout dans la façon de se procurer des services d'info nuagique dans le secteur public? Et puis, il y a des risques d'agilité. Est-ce que les fournisseurs qu'on choisit vont nous permettre d'aller aussi vite qu'on espère aller vite? Est-ce qu'ils vont être un frein vers notre innovation? Est-ce qu'ils vont être un frein dans ce qu'on veut réaliser? Donc, est-ce que c'est les bons fournisseurs? Et puis là, ça m'amène au dernier risque. Est-ce qu'il y a des risques à utiliser ces fournisseurs-là? Est-ce qu'ils vont être encore là demain? Est-ce que ces fournisseurs-là vont pas mettre en place des mesures pour nous rendre captifs? Est-ce que du jour au lendemain, parce qu'on est captif, ils vont doubler leurs tarifs et puis nous mettre dans une situation où on n'a pas le choix, on paye? Donc, ces risques-là, on en devient conscient. Et puis, aujourd'hui, je vais me préoccuper, ou je veux vous parler de 3 risques particuliers. Donc, le risque de disponibilité des services infonuagiques, le risque d'intégrité de vos données confiées à des fournisseurs d'infonuagiques, et puis les risques de dépendance à des fournisseurs. Donc, ce sont les 3 risques que je voulais explorer avec vous. Et puis, si vous demandez à vos fournisseurs comment je peux atténuer ces risques-là, comment je peux m'organiser pour être moins susceptible à ces risques-là, ils vont tous vous crier qu'une approche multi-cloud va résoudre tous vos risques. Donc, j'ai choisi cette photo-là parce que c'est clair
qu'on entend parler beaucoup de l'approche multi-cloud. On entend, si vous parlez avec vos fournisseurs, ils vont vous dire que c'est une approche qu'eux autres proposent, qu'eux autres peuvent supporter. Et puis, je trouvais aussi que la photo ressemble beaucoup à celle de votre directeur général, juste comme ça. Donc, l'approche multi-cloud, c'est bien beau, mais si vous parlez à ces fournisseurs-là, ils vont tous avoir une définition différente de c'est quoi le multi-cloud. Donc, Gartner étant Gartner, moi étant François, quand on est confronté à un nouveau concept, la première chose qu'on fait, c'est qu'on crée une taxonomie pour décrire ce concept-là, et puis on s'embarque dans des définitions. Donc, la première définition que je voulais partager avec vous, c'est la définition de nuage hybride. Donc, certains fournisseurs vont vous dire que vous pouvez faire du multi-cloud en ayant une approche de nuage hybride. Donc, le nuage hybride, c'est d'utiliser à la fois des nuages publics et puis des nuages privés. En général, des organisations comme Amazon ou comme Microsoft vont vous proposer de l'équipement que vous pouvez installer chez vous et puis qui va être géré dans la même plateforme que leur solution publique. Donc, le produit d'Amazon qui fait ça, c'est Outpost. Je pense que le produit de Microsoft qui fait ça, c'est Azure Stack. Donc, ce sont des équipements qui s'installent chez vous, mais qui sont gérés à l'intérieur de leur plateforme de gestion et puis qui vous permet de distribuer vos applications dans des infrastructures publiques ou dans vos infrastructures privées. Donc, il y en a qui vont placer ça du multi-cloud, mais chez Gartner, nous, c'est comme un sous-ensemble des solutions multi-cloud qu'on appelle les nuages hybrides. D'autres vont vous parler de nuages distribués. Donc, ils disent, oui, on fait du multi-cloud. D'ailleurs, on a une offre de service où vous pouvez choisir d'utiliser chez nous et puis où vous pouvez installer vos applications dans une région de notre cloud et puis avoir une redondance dans une autre région de notre cloud. Donc, Amazon appelle ça des zones qui peuvent être dans plusieurs continents. Microsoft appelle ça des régions. Et puis, chaque fournisseur a sa définition de comment il offre des nuages distribués. L'avantage de ça, c'est qu'évidemment, encore là, vous avez une façon de pouvoir gérer, distribuer votre charge de travail à travers la même interface de gestion qui est administrée par votre fournisseur. Donc, c'est assez simple d'aller chercher beaucoup de redondance et puis d'éviter qu'une panne à un endroit affecte la disponibilité de vos applications. Et puis, le troisième, là, c'est vraiment ce que Gartner appellerait littéralement du multi-cloud. Je traduis ça par nuage multiple, mais je vais continuer à utiliser multi-cloud parce que je ne suis pas satisfait de cette traduction-là. Donc, l'approche multi-cloud, c'est de choisir volontairement, donc d'utiliser la même classe de service, mais chez des fournisseurs différents. Donc, ici, on a vraiment la notion de fournisseurs multiples. Et puis là, on perd l'habileté de gérer ça de façon transparente à travers l'interface d'un fournisseur. Donc, c'est beaucoup plus complexe de faire du multi-cloud, mais vous pouvez vous imaginer qu'il y a beaucoup de bénéfices pour faire la mitigation ou l'atténuation des risques dont j'ai parlé tantôt. Donc, si on prend les risques de disponibilité, ou les risques je vais commencer avec les risques de disponibilité. Si votre application est déployée à l'intérieur d'un cloud hybride où vous avez une partie chez vous, une partie publique, et puis que vous êtes capable de passer de un à l'autre s'il y a une panne, à ce moment-là, vous augmentez la disponibilité des applications. Si vous utilisez une autre zone ou une autre région du même fournisseur, puis vous distribuez vos applications
chez vous, dans une zone, dans une autre zone, bien là, vous augmentez encore la disponibilité ou vous diminuez la probabilité qu'une panne affecte les 3 sites en même temps. Et puis, si vous faites véritablement du multi-cloud, puis que vous déployez votre application chez plusieurs fournisseurs, ben, là, c'est vraiment un peu l'approche ultime pour pour atténuer tous les risques qui pourraient affecter un seul fournisseur. Même chose pour l'intégrité. Hein. Chez Gartner, on dit c'est pas parce que vous utilisez Microsoft Office en version cloud que c'est pas nécessaire de prendre des backups. On vous conseille de prendre des backups. La plupart des organisations vont simplement faire des backups chez eux, qui vont conserver chez eux parce qu'ils ont encore les infrastructures pour faire des backups. Mais je pense qu'on peut automatiser et simplifier l'environnement si on fait des backups, par exemple, dans d'autres services infonuagiques, que ce soit dans une autre zone du même fournisseur ou chez un troisième fournisseur. Quand je parle de ces approches d'atténuation de risque à mes clients, très, très rapidement, ceux qui s'y connaissent un peu vont me parler des risques, ou pas des risques, mais des coûts associés à la sortie des données d'un fournisseur d'infonuagique, les coûts de sortie. Dans l'industrie, on appelle ça les coûts de egress. Qu'est-ce que c'est que les coûts de sortie? Ben, c'est que la plupart des fournisseurs d'infonuagique vont vous charger un prix différent pour des données que vous allez téléverser dans leur environnement versus des données que vous allez télécharger de leur environnement vers chez vous. Donc, ce qu'on appelle les coûts de ingress versus les coûts de egress. Pourquoi ils font ça? Bon, les autres, ils vont vous expliquer que c'est beaucoup plus cher pour eux de gérer des données sortantes que de gérer des données entrantes. Mais la réalité, c'est qu'on veut vous rendre captif de leur environnement, puis rendre ça un peu déplaisant ou coûteux d'utiliser des services d'un autre fournisseur en vous offrant une gamme de services où vous n'avez pas besoin de faire sortir vos données de chez eux. Donc, les coûts de sortie, c'est une réalité, mais ce qui est important, c'est que la prédiction que Gartner fait à ce sujet-là, c'est que d'ici 2022, donc ça s'approche, les principaux les fournisseurs de services d'infonuagique vont complètement éliminer les coûts de sortie sous la pression de la compétition. Quand je dis éliminer, c'est qu'ils vont les rendre équivalents aux coûts d'entrée. Donc, pourquoi on dit ça chez Gartner? Ben, si vous regardez comment le marché évolue, vous allez voir, déjà, on voit des joueurs qui ne sont pas des fournisseurs d'infonuagiques traditionnels, mais qui sont des petits joueurs qui vont se proposer comme un intermédiaire et puis qui vont vous offrir des services pour vous éviter d'avoir à payer des coûts de egress, des coûts de sortie, en leur donnant finalement un montant qui est plus facile à prédire, plus facile à gérer à eux, et puis eux s'occupent de gérer finalement les échanges de données. Donc, essentiellement, ce qu'ils font, c'est des systèmes de cache ou il y a toutes sortes de solutions qui sont développées pour finalement, je dirais, éroder les marges de profit que dégagent les grands fournisseurs d'infonuagiques avec les coûts de sortie. Donc, chez Gartner, on prédit que les fournisseurs d'infonuagiques vont s'apercevoir de ça éventuellement. En fait, ils sont certains qui surveillent ces choses-là et puis qui vont éventuellement éliminer leurs coûts de sortie pour simplement éliminer finalement une compétition qui vient éroder leur marge de profit. Donc, ce que ça veut dire, la recommandation que Gartner fait par rapport à cette prédiction-là, c'est que oui, les coûts de sortie, vous devez en tenir compte, mais vous ne devriez pas baser toute votre stratégie à long terme sur l'existence de ces coûts de sortie-là. Et puis, plutôt en tenir compte et puis planifier le moment où vous pouvez finalement ignorer ces coûts-là. Donc, les coûts de sortie sont en voie de sortie. Donc, ce qui nous reste, c'est comment on peut faire pour ne pas devenir prisonnier d'un géant d'infonuagique. Donc, ce que j'appelais le risque de captivité, d'être captif d'un fournisseur. Et puis, je pense qu'il faut être nuancé quand on parle de ces risques-là.
dans, dans, dans certains cas, euh, ça a été utile d'être captif d'un fournisseur pour certaines choses. Je pourrais, puis là, mais on peut développer tout un argument autour de ça, mais si on revient une quarantaine d'années en arrière, je me souviens à l'époque où moi j'écrivais mon mémoire de maîtrise, je travaillais avec un logiciel de traitement de texte. Puis à cette époque-là, on n'utilisait pas Word parce que c'était pas encore un des produits les plus populaires. À cette époque-là, on utilisait WordPerfect. Moi, j'utilisais un produit de Lotus qui s'appelait Manuscrit. Euh, donc, il y avait toute une offre de services pour des logiciels de traitement de texte, et puis chacun utilisait un format qui lui était propriétaire. Et puis, avec le temps, Microsoft a pris une certaine hégémonie du marché et puis est devenu un standard de facto. Et puis, la plupart des entreprises étaient bien contents d'adopter la suite de Microsoft pour leur utilisation à l'interne, parce que Microsoft, comment je peux dire, dans son génie, avait donné ou presque donné ces logiciels-là aux universités, au cégep, aux écoles secondaires. Donc, les gens sortaient de leur éducation, de leur cours, avec une facilité pour travailler avec Word, et puis Lotus Notes, et puis, excusez-moi pas Lotus Notes, c'est un lapsus, Lotus 1, 2, 3, ou Excel, celui de Microsoft. Donc les gens étaient habiles avec ça. Donc c'était l'idée, la notion qu'il y ait un standard de facto et puis qu'on utilisait Microsoft, ben, ça faisait que c'était une forme de captivité où tout le monde était relativement content d'adopter ce standard-là. On avait tout un bassin de population de gens qui étaient habiles avec ça. Donc, cette captivité-là était intéressante. Mais là, il y a l'autre côté de la médaille où ben, ce que ça a fait, ce standard de facto-là, l'utilisation d'un format de fichier propriétaire, ben, ça l'a étouffé l'innovation, ça l'a étouffé la compétition, et puis ça a pris beaucoup de temps avant que des alternatives viables viennent déplacer un peu Microsoft Word et puis Microsoft Excel. Je pense qu'aujourd'hui, si on regarde l'état du marché, il n'y a plus personne qui se pose la question, travailler dans Google Docs, travailler dans Microsoft Office ou travailler dans un autre environnement, ben, ça fonctionne à peu près tout de la même façon. Les formats sont à peu près tous interchangeables, mais ça l'a pris, je dirais, ça l'a pris une trentaine d'années avant qu'on arrive à ce point-là. Si on peut regarder un autre parallèle, puis là, c'est un parallèle qui devrait être assez familier à des gens qui sont vraiment des passionnés de la télécommunication. Moi, je me souviens d'avoir assisté à des conférences où IBM essayait de convaincre tout le monde que si on voulait créer un réseau mondial de télécommunications, qu'on aurait beaucoup plus d'avantages à standardiser sur IBM SNA, qui était le réseau de télécommunications que qu'IBM avait développé à l'époque, et puis qui vendait à toutes les banques avec ses mainframes et tout ça. Et puis, il disait, ça serait bien mieux si vous preniez ça que si vous allez avec cette affaire nouvelle là, qui s'appelle TCP/IP, qui est très dangereux parce que c'est du logiciel libre, donc tout le monde peut voir le code, donc tout le monde peut hacker ça, et puis ça va être impossible de construire quelque chose de sécuritaire avec ça. Vous seriez bien mieux de prendre SNA, qui est propriétaire, le code est tout secret, et puis on sait par expérience hein, que si on garde du code secret, qu'il n'y a personne qui peut hacker ça. Donc, dans ce cas-là, évidemment, l'industrie a décidé, ou tout le marché a décidé que le TCP/IP serait le standard. Et puis, c'est ça qui a vraiment gagné, qui est devenu Internet aujourd'hui. Internet est basé sur ce protocole-là. Et puis, je pense personnellement que toute l'innovation qu'on a vue en télécommunication, en service, même la création du cloud puis de l'info nuagique, ça a été rendu possible parce que on a choisi une plateforme ouverte et puis qui nous a permis
de ne pas être captif des AT&T, puis des Bell Canada, et puis de tous les fournisseurs de télécom qui auraient bien voulu, eux, rester les propriétaires de toute cette télécommunication-là, et puis rester les maîtres de la façon que les réseaux sont utilisés. Donc, est-ce qu'on veut être prisonnier d'un géant de l'info nuagique? Ben, c'est une bonne question. Est-ce qu'on veut être prisonnier c'était l'image que je voulais mettre quand je parlais de Microsoft Word. Mais est-ce qu'on veut vraiment être prisonnier de nos fournisseurs d'info nuagique? Et puis, je pense qu'il faut être nuancé. Je pense qu'il y a des cas où ça vaut la peine de devenir captif, où ça n'a vraiment pas d'importance. Par exemple, si vous achetez un service SaaS avec un service SaaS quelconque qui décide, lui, d'utiliser Amazon pour rouler sa plateforme SaaS et puis de vous revendre ses services, ben, c'est pas important quel fournisseur eux ont choisi. S'ils veulent changer de fournisseur, ben, ils changeront, puis vous allez continuer à utiliser leur plateforme SaaS. Mais si c'est vous qui développez une solution et puis que vous voulez que cette solution puisse être déployée chez Amazon, chez Azure, chez IBM, chez Oracle, ben, peut-être que vous avez des choix à faire. Et puis, ce choix-là, ben, c'est les choix qu'on a fait quand on a choisi TCP/IP pour construire Internet. Ben, on peut choisir des protocoles qui sont normalisés, qui sont banalisés, qui sont disponibles chez tous les fournisseurs d'info nuagique. Donc, ça, ceux qui développent des applications, ceux qui développent des solutions informatiques, ben, toutes ces compagnies-là proposent des produits. En fait, ce sont des produits qui sont parfois en logiciel libre, parfois ils sont propriétaires, mais qui sont déployés sur toutes les plateformes de fournisseurs d'info nuagique. Donc, si vous bâtissez vos applications en utilisant ces technologies-là, ben, vous gardez une possibilité d'utiliser n'importe quel fournisseur selon d'autres raisons que parce que vous êtes obligé. Okay? Donc, d'utiliser du multi-cloud pour ne pas être prisonnier, c'est une condition gagnante, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi développer ces solutions avec des technologies banalisées de telle façon à ne pas devenir captif. Avant de compléter ma présentation, je voulais peut-être parler d'autres mythes qui entourent l'info nuagique. Le premier mythe dont je voudrais vous parler, c'est le mythe qu'on fait de l'info nuagique pour sauver de l'argent. La réalité, c'est que si on regarde, chez Gartner, on regarde beaucoup ce que nos clients font, et puis la plupart d'entre eux vont en info nuagique pour d'autres raisons. Seulement 13% d'entre eux nous disent qu'ils ont choisi d'envoyer une certaine charge de travail en info nuagique pour sauver de l'argent. Les autres nous disent que c'est pour aller plus vite, c'est pour être plus flexible. D'autres qui nous disent que c'est parce qu'on n'a pas de ressources à l'interne pour maintenir nos centres de traitement ou maintenir nos serveurs. Donc, il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on choisit d'aller en info nuagique. Donc, c'est important d'aller en info nuagique pour les bonnes raisons. Le deuxième mythe que j'entends parler beaucoup, c'est que les gens qui sont allés en info nuagique ramènent leur charge de travail ou leur solution chez eux. Qu'il y a un retour massif des gens qui ont acheté de l'info nuagique dans leur data center, dans leur centre de traitement à eux. Et puis, la réalité, c'est que c'est un événement très, très rare. Ça arrive, mais c'est vraiment pas la majorité des gens. Donc, en général, une fois que les charges de travail sont envoyées en info nuagique, elles y restent. Et puis,
les quelques événements qu'on observe où il y a du retour, c'est justement parce qu'ils ont choisi de transférer une charge de travail en info nuagique pour les mauvaises raisons. Par exemple, la seule raison, c'était pour sauver de l'argent. Et puis, ils ont fait ce qu'on appelle un lift and shift. Et puis, c'était vraiment pas suffisant pour réaliser des économies. Même qu'il y a plusieurs use cases où c'est certain que ça va coûter plus cher en info nuagique que dans vos équipements. Donc c'est un mythe de penser qu'il y a un retour. Et puis donc laissez pas personne vous dire que il faut faire attention, l'info nuagique c'est fini, tout le monde revient chez eux. Ça n'arrivera pas. Le troisième mythe, c'est celui que j'ai utilisé en ouverture de ma présentation. Une fois qu'on a tout transféré nos choses en info nuagique, on a fini. La réalité, c'est qu'on n'a jamais fini. Quand vous avez transféré vos charges de travail dans l'info nuagique, il y a tout un travail supplémentaire qui doit se continuer. Il y a des travaux d'optimisation. Vos applications doivent être modernisées pour tirer encore plus profit des services que l'info nuagique peut amener, des innovations que l'info nuagique peut amener. D'ailleurs, dans les prédictions qu'on fait chez Gartner, une prédiction importante, c'est que l'info nuagique va devenir une des principales sources d'innovation pour les entreprises, les nouvelles entreprises ou les entreprises existantes. Ils vont être finalement pouvoir faire de l'innovation grâce à l'innovation qui se produit dans le nuage. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'industries qui n'ont pas vu sa mission ou sa raison d'être ne pas être affectée par l'info nuagique ou l'existence de l'Internet en général. Et puis, le dernier mythe, c'est que j'en ai déjà parlé, c'est pas parce que vous faites du multi-cloud que vous avez vraiment atténué les risques de devenir captif d'un fournisseur. Il faut aller pas mal plus loin et puis pour ne pas pas mal plus loin que d'avoir plusieurs fournisseurs pour ne pas être captif. Il faut que la conception, l'architecture des solutions que vous allez déployer tiennent compte ou tirent profit des technologies qui sont disponibles chez plusieurs fournisseurs d'info nuagique. Ça m'amène à un peu la conclusion de pourquoi on réalise jamais le nirvana, hein, pourquoi que notre voyage est jamais complètement terminé. Ben, c'est parce que le véritable objectif, c'est pas d'être en info nuagique, mais c'est de réussir à concevoir nos entreprises de la même façon qu'on conçoit nos applications. Fait que là, je vais encore faire une parenthèse historique. Hein. Quand on a commencé à faire des programmes, c'était des programmes procédurales où on commençait avec la première ligne, puis on écrivait le code jusqu'à la dernière ligne, et puis notre programme, c'était cette longue, en fait c'était des cartes à l'époque, hein, c'était une pile de cartes finalement qui s'exécutaient une après l'autre, et puis essentiellement nos programmes, c'était souvent on appelait ça des spaghettis de code. Et puis, on s'est aperçu rapidement qu'à mesure que les programmes devenaient très longs, à mesure que les programmes devenaient très complexes, c'était très, très difficile à maintenir. Souvent, c'était plus facile de simplement en réécrire un autre à côté. Mais là, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être certains moyens qu'on pourrait développer pour que nos programmes soient plus simples à maintenir. Puis c'est là qu'on a commencé à utiliser des fonctions et puis de créer des librairies de ces fonctions-là pour isoler ce code générique-là qui pouvait être réutilisé par plusieurs programmes. Donc, on a encapsulé certaines logiques à l'intérieur on pourrait appeler ça des librairies ou des modules. Et puis, l'évolution de la programmation a continué de se faire. Et puis là, on est arrivé avec la programmation orientée objet, où on s'est dit, mais si on est capable d'encapsuler des traitements, on pourrait aussi encapsuler les données ou les objets. Et puis, de cette façon-là,
enlever beaucoup de complexité dans notre programme qui utilise ces objets-là, parce que tout ce qui touche un objet, ben, il est à l'intérieur du même module de code. Donc, il y a une certaine indépendance ou un découplage qui est fait entre nos modules d'objets et notre programme. Fait on a poussé cette logique-là encore plus loin avec, grâce à l'info nuagique, on a commencé à structurer nos programmes en ce qu'on appelle des microservices. Donc, un microservice, c'est une extension de tout le code qu'on a besoin pour gérer des objets, mais à l'intérieur d'un service qui définit une interface très simple, très découplée finalement de la façon dont l'objet est géré à l'intérieur du microservice. Donc, nos applications aujourd'hui, ce sont des assemblages de microservices. Et puis, la raison pour laquelle on procède comme ça, c'est qu'on est capable de modifier les microservices sans être obligé de tout retoucher à l'application complète. Donc, on a simplifié non seulement la conception de nos solutions, mais aussi leur maintenance et puis leur évolution avec le temps. Donc, chez Gartner, on propose que on nomme cette approche-là une approche de composabilité. Et puis, on propose cette approche-là non seulement pour concevoir des programmes, mais aussi pour concevoir des capacités d'affaires ou des unités, de la façon dont on fait de la business. Puis là, je fais une métaphore, poussez-la pas trop loin parce qu'elle va déraper, là. Mais j'ai une boutique, je peux avoir une capacité d'affaires que mon catalogue soit en ligne. Je peux avoir une autre capacité d'affaires où le même catalogue est présenté en magazine qui est envoyé par la poste. Donc, je peux développer des capacités d'affaires modulaires. Et puis, le jour où je veux ouvrir une place d'affaires dans Facebook, par exemple, je pourrais juste utiliser le même concept, mais juste le généraliser pour être dans Facebook. Et puis, donc, je peux augmenter ma capacité d'affaires simplement en orchestrant entre eux ces différents modules qui sont découplés et puis qui sont faciles à assembler. Donc, le nirvana des entreprises, c'est de réussir finalement en utilisant tous ces concepts de composabilité, de se rapprocher du nirvana de l'info nuagique, mais qui serait aussi le nirvana de la création d'une entreprise qui est résistante à des crises et puis qui devient, comme dirait Monsieur Taleb, qui devient antifragile. Donc, c'est avec ça que je conclus, et puis ça nous laisse un peu de temps pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, François Banville. Et j'aimais bien ces notions de philosophie et de psychologie que vous avez intégrées à l'info nuagique. Il fallait le faire. On va aller faire un tour pour voir si on a des questions qui ont été acheminées ou si vous avez été franchement très clair et tout le monde sont encore bouche bée devant votre présentation. On va voir. Alors, on me dit qu'il n'y a pas encore de questions. Je vous invite, si vous avez des questions à poser, vous utilisez l'interface, vous voyez là, dans le coin à droite, il y a un petit point d'interrogation. Vous posez directement votre question là-dessus. Ou sinon, vous pouvez même prendre la parole pour intervenir et interpeller directement François Banville sur sa présentation. Une première question de Vug Gojac qui dit, selon vous, est-ce que c'est plus complexe en termes de coûts, ressources, expertise, formation à gérer du multi-cloud que du cloud hybride? Oui, définitivement. Quand on gère du cloud hybride, en général, le fournisseur de la composante publique et la composante privée vous offre une plateforme de gestion qui rend relativement transparent la gestion du cloud hybride. Dans du multi-cloud, le fournisseur ne va pas vous aider à gérer le cloud d'un autre. Donc, ça vous demande d'utiliser un autre système pour gérer les multiples fournisseurs. Donc, il y a une offre sur le marché pour ce genre d'application-là.
mais ça vous demande soit de faire affaire avec un broker, un courtier, hein, qui vous C'est offrirait ça. ces services-là à travers du courtage, ou de bâtir vous-même une plateforme qui vous permettrait de gérer de multiples fournisseurs en même temps. Donc Avez-vous oui, c'est l'impression, certainement plus cher et plus complexe. on va voir s'il y a d'autres questions, mais moi je suis curieux de vous demander, avez-vous l'impression que c'est une pratique qui va devenir courante, le multicloud? Euh, ben, je pense que je pense que oui, mais c'est pas une pratique qui va être complètement banalisée, là, généralisée à tout le monde. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont décider, hein, de travailler avec un seul fournisseur et puis euh, qui vont être parfaitement heureux dans cet environnement-là. Ils vont faire un choix qui va être cohérent avec leurs objectifs. Et puis, il y a d'autres compagnies qui vont se dire, ben, moi, je veux pas être complètement captif d'un seul fournisseur, donc je vais faire du multi-cloud. Et puis, une autre réalité, c'est que peut-être qu'une entreprise va choisir de travailler avec un certain environnement d'infonuagique pour ses propres solutions, mais il va quand même utiliser des solutions qui viennent de d'autres fournisseurs, et puis qui va faire du multi-cloud par la bande, là, si on veut, là, simplement parce que d'autres fournisseurs vont offrir d'autres solutions. Donc, je pense qu'on va voir. Donc, je pense que c'est clair que euh, tout le monde va utiliser plusieurs fournisseurs d'info nuagiques, mais c'est pas tout le monde qui va le faire de façon volontaire. Merci. François, on a une autre question. Cette fois, elle vient de Étienne Brisson. Que pensez-vous de l'infrastructure as code pour gérer tout ça? Que pensez-vous d'un modèle de développement DevOps pour s'aider? OK. Donc, c'est une question à deux volets, hein, parce qu'il ne faut pas assimiler l'un avec l'autre. Euh, Clairement, le concept d'infrastructure as code, euh, ben c'est la technologie qui est utilisée par la plupart des plateformes de gestion multi-cloud pour finalement, ben, l'idée c'est de concevoir dans un langage abstrait des infrastructures d'info nuagique et puis de dire, ben, maintenant, cette structure-là, je veux la réaliser avec Azure ou je veux la réaliser avec Amazon ou la réaliser avec OVH. Donc, ces langages-là permettent justement, avec un seul code, de réaliser une infrastructure dans un fournisseur quelconque ou qu'on choisit. Les meilleures plateformes d'infrastructure as code vont vous permettre vraiment d'avoir un grand étalage de fournisseurs potentiels. DevOps, c'est vraiment plus quelque chose qu'on utilise à l'intérieur d'une organisation euh, qui veut essayer de rendre plus fluide, hein, la création de nouvelles capacités d'affaires en production. L'idée, avant DevOps, en fait, le problème que DevOps essaie de régler, c'est le passage de chaque fois qu'on conçoit une nouvelle fonctionnalité, on la passe à l'équipe suivante qui va faire les tests, puis on les passe à une autre équipe qui va faire le déploiement. Donc, chaque fois qu'on passe un work item à un autre groupe, ben on déresponsabilise les premiers groupes et puis on crée des délais. Donc, l'idée de DevOps, c'est de dire, ben, pourquoi qu'on ne met pas tous ces gens-là ensemble et puis qu'on ne leur donne pas la responsabilité de gérer la solution au complet à l'intérieur de la même équipe. Et puis là, c'est ça, c'est DevOps, hein, c'est les développeurs qui travaillent avec les opérateurs. Et puis on a même DevSecOps où on fait la même chose avec la sécurité. Donc l'idée, c'est d'éliminer moi ce que j'appelle, là, c'est quand tu lances un work package par-dessus le mur à la gang qui est l'autre bord, puis c'est leur problème de faire fonctionner tout ça. Là. Donc on veut garder l'imputabilité de faire fonctionner une solution à l'équipe qui l'a créée, essentiellement, et puis que toutes les habilités de l'équipe soient à l'intérieur d'un seul groupe. Là, j'ai pas vu l'autre question. Là.
Non, c'est beau, elle va revenir, mais je trouve ça intéressant OK. votre réponse parce que justement ça montre la cohérence là, d'avoir tout le monde qui travaille ensemble. Une, question qui vient de Derek, Wooddark et lui demande: «Selon vous, est-ce que le gouvernement du Québec, va dans la bonne direction, de nous faire mettre nos serveurs dans le nuage à 100 versus localement avec la relève, en nuage?» Ouais. Ça, c'est une question difficile à répondre parce que je ne veux pas me mettre à dos Monsieur le ministre qui aurait dû vous présenter aujourd'hui. Et puis, disons que je vais essayer d'être nuancé. OK? Euh, je pense que j'ai déjà dit pendant ma présentation qu'il faut avoir une stratégie d'infonuagique intelligente et puis que tout envoyer en info nuagique, ce n'est pas nécessairement la meilleure solution ou la solution qui s'adapte à tous les cas d'utilisation. Euh, donc, donc, moi, j'aurais recommandé peut-être de ne pas tout envoyer en info nuagique. Je pense que quand on fait de la politique, puis qu'on doit faire tourner un bateau comme le gouvernement du Québec, ben, on ne peut pas se permettre d'être trop nuancé. Il ne faut pas se permettre finalement de donner trop d'arguments aux gens qui auraient des objections à exécuter une directive. Donc, je pense que c'est sage de la part du gouvernement de dire il faut utiliser, il faut tout ce qu'on fait, on doit l'envoyer en info nuagique. La réalité, c'est qu'on n'y arrivera jamais, mais c'est pas important. Je pense qu'on a plus de chances de faire tourner le bateau avec une directive comme celle-là qu'avec une directive trop nuancée qui laisse trop de place à l'opposition ou à la résistance passive. Fait que je ne sais pas C'est si je habilement me suis fait répondu. des amis ou des Oui, oui, ennemis, là, mais non, non, c'est habilement répondu. Et donc, c'est une longue quête, un peu comme celle de ce que vous expliquez, le ouais. Nirvana versus Info Nuagique. Question de Mélanie Meuse, pardon. Avez-vous une liste des nouvelles compétences, là j'ai hâte de vous entendre là-dessus, avez-vous une liste des nouvelles compétences nécessaires pour gérer les services de TI dans le contexte de l'info nuagique? La réponse est oui, mais on vend ça cher. Bon, Euh, mais mais je pense si que, vous nous donnez un avant-goût, question de commander la liste. ouais. Euh, ben, je pense que Euh, ben, je vais vous donner une réponse, peut-être les rôles où on pense le moins. Parce que quand on pose la question, on pense à ça nous prend des ingénieurs en info nuagique, des gens qui savent comment utiliser les services d'info nuagique. Ça, je dirais, c'est ceux qui sont faciles à identifier. Ceux qui sont moins faciles à identifier, euh, je dirais, ça prend des gens qui sont, qui sont habiles à gérer les fournisseurs externes. Hmm. Euh, en, Puis là, mais je parle pour la fonction publique en général, la fonction publique québécoise en particulier. Euh, on n'est pas très habile à travailler avec des fournisseurs externes. Longtemps, on avait une directive de faire le plus de choses soi-même. On programme nos propres solutions. On fait du développement maison. On est unique à travers le monde. On est la seule juridiction à travers le monde qui est dans un contexte nord-américain, mais qui parle en français. Donc, il n'y a aucune solution qui existe qui s'adapterait à nos besoins. J'espère que vous entendez le cynisme là-dedans. Là. Donc la réalité, c'est que ça le fait de nous des très bons développeurs de solutions. Je pense qu'il y a des beaux exemples de solutions qu'on a développées, mais ça nous a amené quand même dans une situation où on n'a pas on n'a pas de gens dans nos... Ben, là, c'est un peu... Il faut faire attention à faire des généralisations. On a peu de gens dans la fonction publique qui sont habiles pour donner du travail à des fournisseurs externes et puis de tenir ces fournisseurs externes-là responsables de la qualité de leur livraison, des niveaux de service qu'ils nous ont promis, de se munir de leviers pour leur faire faire ce qu'on veut qu'ils fassent. Je pense que le gouvernement du Québec, c'est quand même à l'échelle de des grands joueurs de l'info nuagique, on est rien, mais à l'échelle de beaucoup de fournisseurs, on est quand même un client important. Et puis, on a un certain pouvoir
de les amener à faire ce qu'on a besoin qu'ils fassent pour nous. Et puis, puis là, encore, je ne vais pas généraliser, mais dans beaucoup d'organisations, on donne les contrats à l'externe et puis on est très, très faible pour s'assurer que les contrats sont exécutés à la hauteur des attentes initiales qu'on avait par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut devenir beaucoup plus habile à organiser son travail pour pouvoir le partager avec des fournisseurs externes et puis de gérer finalement la qualité des services qui nous sont fournis par des fournisseurs externes. Donc, je pense que c'est chez Gartner, on appelle ça tous les rôles de gestion du sourçage et puis du gestion des fournisseurs. Ce sont les rôles qui sont négligés souvent ou qui sont, on y pense vraiment à la fin quand on a pensé à tous les autres rôles qui sont plus évidents, comme des rôles d'ingénieurs d'info nuagique, il y a des rôles pour les gens qui font de la télécommunication, ils vont être très à l'aise avec la gestion des télécommunications en info nuagique. Ça ressemble énormément à la télécommunication physique, mais c'est quand même des rôles qui doivent évoluer, qui doivent être rehaussés, si on veut. Donc, j'aime beaucoup votre réponse. Oui, puis je l'aime beaucoup parce que ça va dans le sens, dans le fond, de ce que j'entendais de la bouche du ministre en devenir du nouveau ministère de la cybersécurité, hein, qui encore la semaine dernière disait devant un parterre de gens de l'innovation et notamment aussi de l'info nuagique, qui disait que le gouvernement du Québec et son ministère en particulier allait être un bon client, un bon partenaire. Alors, ça va exactement dans le sens que vous dites. Il faut apprendre à travailler avec ses fournisseurs dans ce contexte-là. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, je vois que le temps alloué pour la présentation, on l'a allègrement dépassé. C'est pour vous montrer comment c'est intéressant. François Banville de chez Gartner, merci beaucoup d'être passé au colloque Risque cette année. C'est toujours fascinant d'entendre les propos des gens de Gartner. Puis vous êtes un excellent porte-parole pour eux. Alors, vous saluerez tous vos collègues un petit peu partout qui nous aident à mieux comprendre notre environnement aujourd'hui, demain et puis celui d'après-demain qui s'en vient trop rapidement. Écoutez, on va faire une courte pause. Merci à vous.